Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de The Raid de Berandal, un film sorti en 2014 de Gareth Evans. C'est la suite de The Raid sorti en 2011. C'est un film avec Iko Uwais, si on devait le prononcer en français. C'est un film qui a coûté 4,5 millions de dollars. Il en a rapporté 5,2 pour l'instant. Il a eu de très bonnes critiques. Il dure 2h30 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est notre héros que nous avions laissé tout cabosser à la fin de The Raid. Eh bien, dans cet épisode, il va infiltrer un syndicat du crime. Alors, vous savez très bien que j'ai pas aimé The Raid, je vous renvoie à ma critique sur le film. Eh bien, ce film-là, c'est mieux, c'est franchement mieux. Alors il y a eu plein de problèmes de financement, des problèmes financiers, mais franchement, les studios sont assez frileux, parce que le film ne coûte rien, si c'est bien le chiffre de 4,5 millions de dollars, c'est rien du tout, c'est le budget d'un film français moyen, il faut arrêter de déconner là, qu'est-ce qu'ils sont frileux ces studios. Alors c'est quand même un super petit budget pour un film d'action dans lequel nous avons un flic infiltré. Alors à peine terminé l'épisode précédent, le mec là, je crois qu'il s'appelle Rama, je suis pas sûr, mais je crois qu'il s'appelle Rama. Le mec il est directement renvoyé au casse-pipe, dans une prison où il doit acquérir la confiance de Uko, qui est le fils du chef de la mafia, enfin d'une des mafias. Et on commence avec une intrigue déjà un peu plus complexe. Le fils veut prendre la place du père parce qu'il le trouve un petit peu mou, et le père il trouve que le fils n'a pas la discipline et tout ça, donc ça commence à devenir un peu fou. C'est plus affiné, mais il y a beaucoup de scènes qui font office de lien entre deux scènes de baston que de réel intérêt scénaristique. Encore une fois, les critiques abusent complètement concernant le statut du film, aussi bien du précédent que de celui-ci. Mais faut quand même lui reconnaître que c'est plus travaillé au niveau de l'écriture, il y a une réelle histoire. Ça c'est vraiment le cas. Mais malheureusement, j'ai envie de dire que quand on aura le Blu-ray, on passera la moitié des chapitres. Et le film, il dure 2h30. C'est quand même vachement mastoc, Et encore, il a coupé. Je me rappelle que sur Vimeo, il y avait une scène de guerre de gang qui était assez bien d'ailleurs et qui a été enlevée. Bon, on peut la visionner, mais ça a été enlevé du montage final. Berandal, donc, a un rythme bien différent, avec des personnages secondaires. Il y a une scène avec l'acteur qui jouait Mad Dog dans le premier, qui est un espèce d'assassin, mais on aurait pu enlever toutes ces scènes. Ça ferait déjà moins de choses, mais il faut plus d'action, donc on rajoute des personnages secondaires. On crée une histoire par étapes, par acte, avec des fondios noirs qui arrivent, mais ça n'empêche pas, malheureusement, un nœud mou au milieu du récit où notre personnage principal disparaît complètement. Pourquoi, vous allez me dire? Mais peut-être pour des affaires de budget. Et pourquoi, vous allez me dire? Bien, à ce que j'ai lu, il voulait plus de têtes d'affiche. D'où l'arrivée, justement, de Julie Estelle au casting, avec des scènes qui mettent en valeur d'autres performeurs, d'autres cascadeurs et d'autres scènes de baston. Donc c'était normalement un scénario beaucoup moins action à la base, mais ils ont dû le doper, malheureusement. Et ça se sent un petit peu. Mais nous gardons quand même cet aspect ludique qui était déjà présent dans The Raid, c'est-à-dire se frotter à des ennemis de plus en plus puissants. Il y a un crescendo à travers une histoire basique. On a une structure comme dans un jeu vidéo avec des cinématiques. C'est peut-être une faiblesse du film, quoique c'est délicat parce que à mettre en place une histoire aussi complexe pour ce type de film, mais on se retrouve avec des moments de lenteur qui peuvent nuire au film. Alors quand même, faut dire ce qui est, j'ai préféré qu'il essaye de faire un scénario plus ambitieux, déjà, faut bien dire que le premier, j'étais très déçu, mais là, il y a vraiment un vrai scénario, c'est pour ça aussi que ce film dure très longtemps, je préférais ça. Cette trame de film de gangster très classique, avec une relation entre le père et le fils qui est très bien, on travaille sur la descendance, l'héritage d'une famille, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la scène, c'est pas une scène très importante, je pense pas qu'il y ait vraiment de spoil dans ma critique, de toute façon, spoiler des scènes, franchement, faut arrêter de déconner. Alors c'est une scène où il y a une réunion entre plusieurs mafias, la mafia japonaise et le syndicat malaisien, et après cette réunion, il y a le fils qui engueule complètement son père parce qu'il s'est laissé faire par les japonais sur leur propre sol, il parlait dans leur langue et tout ça, alors que le fils, il voulait... c'est un nationaliste, le fils, quoi. Donc c'est assez amusant de le voir. Mais moi je trouve quand même que le film souffre de son propre statut de film d'action, et quand on met un scénario beaucoup mieux, en fait on s'en fout. Voilà. Alors que le mec il a fait des efforts, mais comme ça tu te dis mais on s'en fout de tout ça. Mais qu'est-ce que c'est chiant, je veux de la baston. Donc c'est un sentiment très partagé que j'ai là avec ce film.
Par contre, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Le héros, qu'est-ce qu'il se prend dans la gueule, hein, même si c'est pas réaliste, hein. Il y a des trucs pas possibles. Par exemple, il y a une espèce de papy dans un hangar où ils font du porno, et le mec il commence à se battre comme c'est pas permis, quoi, même s'il se fait rétamer, hein. Mais le mec, c'est un mec, je sais pas, il doit avoir entre 40 et 50 ans, vraiment le mec pas du tout, et tout d'un coup il commence à te faire des enchaînements, à traverser des vitres et tout ça, et tu dis ouais, faut pas nous prendre pour des cons quand même, hein. Le Gareth Evans, ouais, même s'il propose des choses un peu what the fuck, il a un immense respect pour les performances martiales de ses comédiens, des enchaînements très spectaculaires d'un art martial indonésien, le pencak silat, je prononce sûrement mal, hein. Et les scènes d'action, voilà, sont à l'ancienne, avec des coordinateurs, des cascadeurs, des performeurs. Ce sont pas des acteurs qui font des combinaisons, non, ce sont vraiment des performeurs. On fait pas appel au numérique, si ce n'est éventuellement pour quelques effets de jaillissement de sang, mais les scènes de combat sont bien faites. Et le combat final, comme le Mad Dog dans le premier, hein, c'est complètement abusé. Les mecs, ils arrêtent pas de crier, c'est presque comique. Le réalisateur essaie de nous proposer des combats en environnement varié, des toilettes, jusque dans les cuisines. Bien sûr, c'est de l'action pas crédible, hein. Les gens ils s'écroulent tout de suite. Enfin, à un certain moment, on a l'impression que Evans avait juste une série de concepts de combat. Que ce soit même dans l'action, hein, c'est-à-dire la femme avec des marteaux, hein, qui désingue tout le monde dans un wagon de métro, ou dans la caractérisation des personnages. Alors lui, il tue avec une batte de baseball, voilà, et qu'il a inventé une intrigue autour en liant les scènes avec ses personnages un petit peu n'importe comment. Je pense que ça va quand même plus loin que ça. Ce film d'ailleurs joue sur la violence pour se faire connaître, alors qu'il y a d'autres films d'arts martiaux qui jouent sur la performance et la beauté visuelle des danses. Alors qu'ici c'est de la boucherie, c'est très 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 violent, hein. C'est pour ça aussi qu'il a été banni en Malaisie, hein. Mais c'est de la violence graphique pour donner un aspect cool, voilà. Mais pourquoi? Dans quel contexte? Pour dénoncer quelque chose? Mais même pas. Quand Kubrick le faisait, il dénonçait clairement dans le Full Metal Jacket. Même s'il disait qu'on pouvait représenter la violence comme quelque chose de beau, mais le dénoncer aussi dans la violence des êtres humains. Et l'on montre quand le Baleine il se défonce la tête dans les WC, et même à la fin quand il tue des gens, il y a des ralentis et tout ça, mais c'est vraiment pour montrer qu'on se tue nous-mêmes. C'est rentré dans les thématiques de la folie humaine, hein. C'est vraiment c'est le thème de Kubrick. Mais ici c'est complètement gratuit, parce que c'est décomplexé. Alors on stylise la violence, et dès le début du film, hein, on a un gros plan sur la tête avec un canon de fusil contre le crâne, et il y a le fusil qui tire, et au moment précis où ça commence à sortir, c'est-à-dire le sang, quoi, il y a un cut, voilà, son et image sur le titre en police noire sur fond rouge sang, et ça claque, voilà. Il est plus violent que le précédent. Mais je pense que j'ai cette impression parce que il est plus long, je crois. Donc il y a plus de scènes violentes. En étant plus long, il a eu aussi un tournage beaucoup plus long. De janvier 2013 à juillet 2013, il a été tourné, c'est-à-dire 7 mois. C'est assez énorme, 7 mois. Alors, pour enterrer une fois de plus The Raid, comme ça j'en aurais terminé avec ce film, eh bien The Raid c'est un brouillon. C'était un putain de brouillon tout nul. C'est un brouillon qui était en 1,85, c'est-à-dire une format télé. Tout bidon, vraiment un brouillon visuel. Clairement, ici, voilà, on se place en 2,35 qui est le format cinéma officiel. The Raid, il a été tourné avec une espèce de petite Panasonic, si vous voulez la référence exacte, la Panasonic AG-AF 100, qui est bon, une caméra, voilà, mais c'est franchement pas une caméra très très performante, hein. Mais par contre, elle a l'air assez légère, donc ça permettait d'être assez libre. Mais pour The Raid 2, là on passe à des niveaux supérieurs avec la Raid Scarlet, donc une Raid One, hein, la série Raid One, pour à peu près 95% des scènes, et aussi une Raid épique pour les plans en slow motion, en ralenti, ainsi que de la GoPro 3 pour des plans très courts dans la poursuite en voiture. Là on se dit que ce qui est certain, c'est que personne ne filme comme Evans, hein, aussi bien en mal qu'en bien, hein. La grande force de son film, c'est sa maîtrise technique. On a l'impression que c'est de la captation, alors que c'est quand même assez réfléchi. Ce que je lui reprochais au premier, justement, cette idée de captation, eh bien je m'y suis habitué quand j'ai regardé le deuxième. En fait, j'accepte plus cela
dans le deuxième que dans le premier. Dans le deuxième, ça a plus de gueule. Et surtout, dans le deuxième, il arrive à aller plus loin. On sait comment il filme, mais il arrive à nous surprendre avec 2 scènes. Et c'est ça le machin. Le mec, il se repose pas sur ses lauriers. Il nous a fait 2 scènes incroyables. Je vais vous en parler. Vous considérez ça comme du spoil ou non? C'est que de la baston, voilà, je ne vais pas vous dire des trucs dans le détail, l'action même, mais je vais juste vous parler un peu de ces scènes. C'est la scène de la boue et la scène de la course-poursuite. Alors la scène de la boue, c'est un truc incroyable, c'est super bien fait, c'est un plan séquence, je sais pas, de plusieurs minutes, hein, et on voit la caméra monter, descendre, se balader dans la boue, et c'est super impressionnant. Il y a de l'adrénaline, voilà, et on est pris à l'intérieur, mais ce serait super intéressant de voir le making-of de cette scène. Oui, il y a aussi un autre truc complètement dingue, c'est la course-poursuite en voiture. Le mec, je crois, c'est ce que j'ai lu, c'est sa première course-poursuite en voiture. Le mec, il la gère à fond, avec un budget de merde. Il te fait une course-poursuite de dingue, avec une caméra qui est dans la voiture et qui sort tout d'un coup à l'extérieur. Tu dis quoi? Non mais c'est dingue. La caméra, elle est dans la voiture, elle sort et elle rentre dans l'autre voiture. Et tu dis comment? Alors que les 2 voitures, elles roulent en plus. Voilà, mais c'est des trucs, c'est des effets numériques aussi, où ils font des liens entre plusieurs prises. Ce mouvement qu'on a, c'est 2 plans, mais qu'ils ont liés numériquement. C'est des trucs, mais à un moment, je vous dis rien, je vous dis pas vraiment comment ça se passe, ni qui y a dans la voiture, mais à un moment, c'est juste, c'est ultime. Hein. Enfin, je sais complètement. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la scène de l'autoroute dans Matrix Reloaded. À un moment, c'est juste, c'est énorme. Et à un moment, je me suis dit, c'est énorme. Voilà. Et ça, c'était génial. Ah oui. Alors là, le mec, il a trop géré sa course-poursuite. Vraiment, ce qui est impressionnant dans ce film, c'est sa conception. Ça va de la mise en scène au montage. C'est très bien monté. Les plans sont plus longs, je trouve, que dans le premier. Et bien sûr, la chorégraphie est toujours bonne, quoi. Il y a vraiment un gros travail pour une bonne claque visuelle. Hein. Bon, moi, c'est pas forcément ce que j'apprécie particulièrement, mais les plans sont bien faits. On ne se perd pas beaucoup dans l'espace. Le mec, il sait filmer les combats. Dans le premier, je trouvais que c'était mal fait. Et bien dans celui-ci, avec des caméras plus lourdes, le mec, il maîtrisait et ça se voyait. Le montage son est toujours énorme, il y a un gros travail de son parce que bien sûr les coups ne sont pas portés, bien évidemment, et vous le voyez à un moment, t'as un mec qui donne un coup de batte et tu vois bien que le coup de batte il a jamais percuté le gars et on le voit, ça c'est un peu gênant. Mais c'est le son qui va nous donner l'illusion. Il y a un côté Refn dans ce film, avec des travelling très lents dans des couloirs, voilà. Et même certains lieux me font penser à Only God Forgives. Et il y a voilà, une ambiance froide de Refn, et une espèce de folie visuelle et violente, assumée de Tarantino. Il est plus ambitieux. Mais après, faut savoir aussi ce qu'on veut, aussi bien lui que le spectateur, parce qu'on peut lui reprocher d'être plus ambitieux au scénario alors qu'on veut voir de la baston, et on peut lui reprocher de faire que de la baston et on veut avoir un truc un peu plus scénarisé. Donc voilà, il y a une espèce de juste milieu qui est délicat à faire. Le film est mieux fait, je crois que c'est quelques millions de dollars supplémentaires, le mec il a pu faire un truc propre et bien. J'aime bien la dramatisation et la tension, mais dans ce film il y en a très peu. Quel que soit l'état du héros à la fin, on sait qu'il va gagner, donc ça reste encore une fois comme le premier, hein, de l'action sans enjeu. On se demande pourquoi le mec il veut monter pour aller casser la gueule aux méchants, mais tu sais même pas. Enfin voilà, il y a encore des trucs qui sont restés du premier, mais ça il va peut-être le corriger dans un 3e volet qui semble-t-il va être fait. Mais en ce qui me concerne, je vais quand même lui mettre, oh là là, c'est un peu délicat, mais franchement il est très long ce film et je me suis fait un peu chier des fois. Je lui mettrai un 13,5. C'est quand même mieux que la dernière fois avec l'autre The Raid. Ouais, je lui mettrai un 13,5 sur 20. Voilà, j'ai terminé cette critique sur The Raid de Berandal. Berandal. Je sais que dans le scénario, il y avait normalement un truc de prévu qui devait s'appeler Berandal, mais ils ont tout modifié. Enfin bref, encore des problèmes avec des producteurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis, si vous avez adoré le premier ou non. Et qu'est-ce que vous en avez pensé du deuxième? Est-ce que ce que j'ai dit vous donne envie? 2h30, hein, il faut se les farcir les 2h30. Quant à moi, eh bien, j'ai prévu de vous parler de Dragon, avec grand plaisir, du premier et normalement du deuxième, je vais aller le voir au cinéma.
Donc voilà, il y aura tout ça, et peut-être qu'après, les Disney... Non mais j'abuse, hein, mais je suis désolé, hein, mais j'abuse complètement du cassoulet avec les Disney. Hein. Mais c'est aussi que j'ai pas le temps, je dois les écrire, et voilà, et ça traîne. J'en ai en avance, hein, mais voilà, il y a un des programmes, voilà, c'est Cinefiles qui part en live, et qui fait n'importe quoi, et qui retarde encore des choses. Bon, moi ça me dérange pas, hein, si je te fais traîner les Disney sur 3 ans, hein, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, mais de toute façon ils vont tous sortir, hein. Ne vous inquiétez pas, ils sortiront tous, sauf les suites, hein. Bon, mais on n'y est pas encore, hein. En tout cas j'espère que ça vous plaira, que le contenu de ma chaîne vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires, de toute façon je les lis tous et en principe je réponds à beaucoup, pas tous, mais beaucoup de commentaires. Ah oui, aussi une chose, hein, il y a des gens qui me posent des questions, des trucs comme ça. Si vous n'activez pas dans vos paramètres l'option pour qu'on puisse vous répondre, eh ben ne vous étonnez pas après que vous n'ayez pas de réponse, hein. Il faut dans les paramètres de votre compte Google, je crois, que cocher certaines choses et après les gens peuvent vous répondre et vous envoyer des messages privés et vous les recevez parce que des fois il y a des gens qui s'insurgent et tout ça et moi je peux pas leur répondre, c'est bien embêtant. Donc voilà, regardez aussi vos profils pour cocher les bonnes options pour que je puisse vous parler. En tout cas, ce serait une grande joie aussi que j'aurais bien envie de parler avec certaines personnes, mais je peux même pas. Donc voilà, c'était une petite information gratuite. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et bien sûr, le plus important, hein, parce que voilà, de nouvelles analyses. Allez, salut!